pour essayer d'optimiser le traitement et le management global des infections à BLSE. Voilà un certain nombre de conflits d'intérêts qui ne sont pas très directement liés à cette présentation. L'agenda, pourquoi c'est important? Jean-Christophe a beaucoup évoqué ça, donc on va aller assez vite. Antibiotiques, est-ce qu'il y a une alternative au carbapénème et quelle est la place des alternatives au carbapénème? Quelles sont les règles de traitement probabiliste et quand on doit prendre en compte les BLSE et en particulier quand on doit mettre les pénèmes, ou en tout cas un certain nombre de possibilités? Et quelles sont les règles du traitement documenté quand on doit essayer de sauvegarder et d'épargner les carbapénèmes, où on peut le faire, et quand la désescalade est possible, et puis quelques mots sur la durée de traitement et les autres règles de base. Quelques mots, puisque Jean-Christophe a été très vite sur l'augmentation de la résistance du colis. Vous voyez ici ce qui se passe à Bichat, sur le céfotaxime, avec 9% de résistance du colibacille à l'heure actuelle. Vous voyez ici la situation que vous a montré Jean-Christophe aussi, qui est relativement préoccupante si on prend toutes les infections à colibacille sur la résistance au C3G. Bien entendu, vous savez que ce n'est pas seulement des BLSE qui entraînent des résistances au C3G, mais ça donne une bonne idée des choses. Et la moralité de tout ça, c'est qu'on utilise de plus en plus des molécules qui sont actives sur des souches C3GR et que l'augmentation de consommation, bien qu'elle soit peut-être à moduler par une petite discrète diminution cette dernière année, de la consommation des pénèmes est assez préoccupante. Et quand on regarde les chiffres en Europe, en Asie ou ailleurs, c'est bien pire en termes d'augmentation de prescription. Et puis, ce que vous a montré Jean-Christophe à la fin, mais un peu vite, une augmentation, quand on regarde en France, l'utilisation des carbapénèmes. Vous voyez, plus 25% d'imipénème, plus 133 de méropénème, plus 31% d'ertapénème et plus 319% d'oripénème. Et donc, manifestement, les chiffres ne vont pas dans le bon sens. Ce qui est encore un peu plus préoccupant, c'est comment on la consomme. Parce que si vous regardez l'enquête SPA-CARB qui a eu lieu en 2011 sur 251 établissements de santé, vous voyez que c'était surtout l'imipénème et l'ertapénème qui étaient utilisés. Quand même, un tiers des cas, c'est de l'infection communautaire, alors qu'on aurait peut-être pu s'en passer. Vous voyez que les prescripteurs, c'est pas que nous, mais c'est beaucoup les chirurgiens et les internistes, que malheureusement, des sources pour lesquelles d'autres molécules étaient possibles, c'est-à-dire les infections urinaires, étaient la première cause de prescription, que les infections documentées à BLSE, ce n'était pas du tout la majorité des prescriptions de carbapénème, et que les alternatives étaient possibles dans 2 tiers des cas, et que la désescalade était envisagée extrêmement peu et extrêmement tardivement, puisque vous voyez qu'il y a plus de 7 jours de traitement dans 50% des cas, plus de 10 jours dans 30% des cas, et un switch pour l'ertapénème, 2% des cas, et 50% des carbapénèmes n'étaient stoppés qu'à la fin du traitement antibiotique. Probablement des conséquences si on regarde le microbiote intestinal. Quand on met, et ça c'est une étude qui a été faite par Laurence Armand-Lefebvre à Bichat, quand on met quelques doses d'imipénème, quelques jours d'imipénème à un malade, et si on cherche dans le microbiote intestinal des souches qui résistent à l'imipénème, très vite, et dès le premier traitement, le traitement probabiliste initial, vous avez une augmentation très significative du risque de souche imipénème R. Ce n'est pas seulement, et c'est surtout des Pseudomonas aeruginosa, mais ce risque existe. Et donc votre impact sur l'écosystème est immédiat. D'abord l'écosystème du malade, avant de parler de l'écosystème de votre unité et éventuellement de l'écosystème de la communauté, puisque vous savez qu'on décharge dans les égouts des tombereaux d'antibiotiques et des tombereaux de germes résistants, en particulier dans d'autres pays. Ici on fait un peu attention, mais bon, pas trop. Les conséquences sur l'écosystème bactérien à Bichat, en réanimation, vous voyez que les conséquences de la consommation de l'imipénème, c'est une augmentation du nombre de souches résistantes qui est assez nette. Et en France, malgré le message de Jean-Christophe qui était un peu optimiste, eh ben, ce qui devait arriver arriva, on voit augmenter les souches carbapénémases, et pour la première année, en 2012, on est au-dessus de 1%. On est à 1,2. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais ça monte franchement. Et quand on voit ce qui s'est passé en Italie en quelques années, c'est-à-dire moins de 3 ans, ils sont passés de moins de 5% à 31%, on peut être relativement inquiet. J'étais à Grenoble, c'est-à-dire à 100 bornes de la frontière, on était peut-être plus inquiet qu'ici, mais je pense qu'on peut quand même être assez inquiet sur la suite. Alors bien entendu, nous au quotidien, on a besoin de traiter correctement les malades et avoir des BLSE par rapport à une bactériémie et à un germe sensible.
augmente probablement le risque de mortalité, probablement en grande partie parce que le traitement est retardé. Le pari antibiotique initial est faux. Dans cette autre analyse, non seulement la production de BLSE, mais le traitement approprié dans les 48 heures était associé au pronostic. Donc vous voyez qu'il y a peut-être aussi quelque chose sur peut-être un certain nombre d'autres événements qui expliquent ça, mais je pense que c'est surtout l'inappropriation. En bref, sur ce résumé, une surconsommation des PNM, une émergence de résistance à la carbapénem et des infections qui sont associées à un traitement moins fréquemment adapté et donc à une mortalité plus importante. On veut un traitement immédiatement adapté, avec des conséquences minimum pour le patient d'abord, pour notre écosystème et puis pour l'environnement extra-hospitalier ou extra-réanimation ensuite. Qu'est-ce qu'on a comme antibiotique et qu'est-ce qu'on peut dire sur carbapénem et alternatives? Voilà des BLSE. Avant, les microbiologistes, ils étaient assez stakhanovistes, ils interprétaient tout. Ils disaient à partir du moment où on a une BLSE, c'est résistant à toutes les bêta-lactamines, sauf les PNM. Et ils vous rendaient RRRRR. En fait, quand on regarde ces enzymes qui hydrolysent la plupart des bêta-lactamines, elles n'ont pas un effet stable. Vous voyez 2 BLSE ici. Vous voyez le diamètre. Hein, même si vous n'y connaissez rien en microbio, vous voyez bien qu'on a des immenses diamètres, donc on peut penser que c'est relativement actif. Celle-là, c'est aussi une BLSE. Vous voyez qu'il y a une synergie qui apparaît entre l'amoxiclavu et le CFEPIM ici, avec ce qu'on appelle les bouchons de champagne. Hein, vous voyez cette synergie avec un inhibiteur, le clavulanate et le CFEPIM. Et donc, la question qui se pose est de savoir si ces molécules qui ont des très grands diamètres, qui ont été interprétées comme résistantes, sont utilisables en clinique pour traiter nos malades. Voilà les nouveaux breakpoints. Alors, c'est un casse-tête, la littérature, donc je vous les ai remis, je vous les ai remis 3 fois, parce que c'est quand même pas évident de se souvenir de tout. Tout change. Pour essayer de réinterpréter ces CMI et vous rendre des souches sensibles ou résistantes et demander aux cliniciens d'interpréter les choses, ce qui est difficile, on a remis des breakpoints. Et voilà les breakpoints qui apparaissent dans la littérature. Vous voyez que les C3, c'est 1 mg par millilitre, hein, pour être sensible. La céfoxytine, c'est-à-dire les céfamycines, c'est 8. La tazo, pour l'instant, c'est 8, sauf aux États-Unis, où c'est encore 16, mais ça va passer à 8 cette année. Et l'amoxiclavu, c'est 4. Je vous laisse ça, on va les revoir après. C'est très important de s'en rappeler. Alors, Jean-Christophe vous a passé ça. Ça monte, les BLSE, ça monte partout. C'est surtout coli, mais c'est aussi maintenant de plus en plus d'autres souches à partir de 2011. Quelles sont les autres extra-bêta-lactamines, molécules utilisables, ici sur les colis BLSE? Des messages assez intéressants à mon avis, c'est la proportion de souches sensibles à l'amyclin. Vous restez relativement élevé à peu près partout. C'est pas toujours vrai, il faut que vous connaissiez votre écosystème, c'est surtout vrai pour colibacille. Mais quand même, c'est un message très important. Un deuxième message qui est très important, oubliez les fluoroquinolones. Hein, vous êtes à 30% de sensibilité, grosso modo. Alors vous allez me dire, non, chez moi, c'est pas comme ça. D'accord. Peut-être que chez vous, c'est pas comme ça. Mais en globalité, on a quand même des chiffres qui sont très reproductibles dans ce domaine. Et quand on regarde sur un collectif de colis BLSE qui a été fait à Besançon, 100 souches, le pourcentage de souches sensibles, vous voyez qu'il y a les PNM, bien sûr, mais il y a aussi un certain nombre il y a les céfamycines, il y a les nitrofurandoïnes ici, la céfoxytine, la phosphomycine, l'amyclin, tazocilline pipera, j'entends un peu moins, et puis thémocyline ici, et puis après on arrive à des souches où la sensibilité est moins fréquente. Ça c'est important à connaître pour vous, pour le pari antibiotique initial. Alors certainement, le carbapénem, bon, quand on a une situation grave, on ne sait pas où est le malade infecté, en particulier si c'est des infections extra-urinaires, le carbapénem c'est le premier choix. Et plus il est grave, et plus on va le faire. Il faut savoir que, en fonction des souches, en particulier les souches qui sont moins sensibles à l'ertapenem, la sensibilité des autres, méropenem, imipenem, est peut-être un petit peu moins importante. Et vous avez ici les taux de mortalité qui semblent moins importants dans cette série. Est-ce qu'on peut désescalader de méropenem, imipenem à ertapenem? Certains disent oui, certains disent non. Théoriquement, comme on n'a pas de sélection sur Acinetobacter et Pseudomonas aeruginosa, sur le microbiote intestinal, et ce qu'on disait au début sur les résistances au PNM des Pseudomonas aeruginosa, c'est probablement mieux pour ça. Et puis il y a certains qui disent que c'est peut-être moins efficace et qu'il peut y avoir que finalement il y a des résistances croisées sur ce mécanisme et que peut-être c'est pas si bien que ça. Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais je pencherai plutôt sur l'avis des premiers. Quand on regarde si les PNM ou les alternatives font mieux, et si on fait une méta-analyse de tout ça, vous avez toujours les mêmes qui font les mêmes méta-analyses. Si on prend tout, on se coud bien.
on a l'impression, en regardant tous les chiffres, vous voyez que tous les chiffres sont inférieurs à 1, que, quelle que soit l'étude significative ou pas significative, les PNM, ça fait un peu mieux en termes d'efficacité clinique que les alternatives. Et vous voyez la même chose ici avec, quand on prend les alternatives, une bonne tendance en faveur des carbapénem, puisque vous voyez contre les bêta-lactamases et inhibiteurs, vous voyez qu'on est plutôt, si on prend en alternative bêta-lactamine et inhibiteur, vous voyez qu'on est plutôt en faveur des carbapénem. Une étude très importante sur le possible traitement par bêta-lactamine et inhibiteur des bêta-lactamases dans le traitement des BLSE, et l'étude de Rodriguez-Bagno, c'est du rétrospectif. Ils ont repris des séries. Attention, ils ont pris des malades pour lesquels ils savaient déjà que la souche était sensible, donc inférieure ou égale à 8 à la tazocilline, et sensible au PNM. Ils ont comparé le groupe qui a été traité en empirique et puis en documenté par bêta-lactamase, inhibiteur des bêta-lactamines et carbapénem. Je vous rappelle que tazo c'est 8 et amoxiclavu c'est 4. Et finalement, ils n'ont pas montré de différence de mortalité, donc ils étaient assez contents. Il faut faire quand même attention à ça. Si vous voulez faire rétrograder à la tazocilline, quand on regarde en détail les tableaux de cette étude, on s'aperçoit quand la CMI est à 1 ou à 2, pas de souci, pas de mort dans ce groupe-là. Par contre, à 4 ou à 8, on peut se demander s'il se passe quelque chose. Ça n'est pas marqué dans la littérature, mais mon intuition à l'heure actuelle, sur 2 études, celle-là et une deuxième que je vais vous montrer après, c'est qu'au-delà de 2, et qu'il faut demander les CMI si vous avez un diamètre, et qu'au-delà de 2, prudence. Autre étude, même genre. Là, vous regardez des malades qui ont été traités de façon empirique, puis documentés par Pip-Tazo. Pip-Tazo, quand c'est les urines, pas de souci, quel que soit le niveau de CMI. Jusqu'à 8, voire 16. 0 mort. Par contre, quand vous regardez les autres, une augmentation du risque de mortalité ici. Et malheureusement, même si vous réadaptez le traitement au profit d'un PNM secondairement, vous ne récupérez pas ce risque de décès. Alors bien entendu, c'est des associations, ça n'est pas de la causalité, il n'y a pas de randomisation dans l'histoire, mais je pense qu'il faut faire attention. Le deuxième message, c'est que moins de 50% des colis BLSE étaient inférieurs à 2 mg par litre de CMI dans cette étude. Probablement pas de souci si c'est des urines, parce qu'on a une concentration extraordinaire d'antibiotiques. Et même si la réadaptation est secondaire, ben, c'est pas si bien que ça. Voilà ce que ça donne à Bichat. J'ai demandé à Laurence Armand-Lefebvre de reprendre toutes les souches pour lesquelles ils avaient fait des CMI, parce qu'ils les considéraient soit comme sensibles, soit parce qu'on leur avait demandé des CMI, parce qu'ils ne les font pas systématiquement. Et vous voyez que, grosso modo, vous avez inférieur ou égal à 2 pour les colis BLSE dans 2 tiers des cas, pour les Klebsiella, 18%, très peu, et pour les entérobactéries du groupe 3, haute, 26%, très peu. De toute façon, documentation indispensable. Quoi dire des alternatives? Cefepime. Cefepime, c'est une céphalosporine de 3e modifiée, toujours à 1. Il y a une étude randomisée sur pneumopathie versus cefepime versus imipenem cilastatine, et cette étude n'a pas conclu à l'équivalence entre les molécules. Le cefepime était moins bien. Et il y a eu des échecs dans 4 sur 13 versus 0 sur 10 sur les BLSE, donc c'est plutôt pas en faveur. Ce qu'on voit quand même en faveur du cefepime dans cette utilisation-là, c'est qu'il y avait moins de Clostridium difficile quand on utilisait le cefepime que quand on utilisait l'imipenem, et qu'il y avait des souches résistantes, en particulier Pseudomonas aeruginosa, plus fréquentes avec l'imipenem qu'avec le cefepime. Donc peut-être un petit bénéfice, mais pas de succès. Et cette deuxième étude vient compléter et conforter le message de la première, c'est que quand on regarde la CMI du cefepime, on s'aperçoit que tant que la CMI est inférieure ou égale à 1, on arrive grosso modo à faire quelque chose de correct, mais qu'à partir de 1, c'est plus possible. C'est pour ça qu'il y a eu des modifications de CMI ces dernières années sur le cefepime. En dessous de 1, on peut se demander si c'est une alternative possible, mais elle est discutable. Elle est discutable pourquoi? Parce que la plupart de nos infections sont des gros inoculums. Et il faut savoir qu'il y a un très gros souci d'effet inoculum avec les BLSE. Si vous avez des gros inoculums, la CMI des germes augmente. Et donc vous traitez moins bien les germes. Et c'est vrai pour toutes les molécules. C'est aussi vrai pour les PNM. Il vous faut, quand de gros inoculums, je pense au PAVM par exemple, il vous faut de grandes quantités d'antibiotiques et un antibiotique le plus actif possible. Et ça, c'est vrai en in vitro, c'est aussi vrai dans les modèles expérimentaux. Cet effet inoculum, il a l'air quand même d'avoir un vrai rationnel
dans la mise en route du traitement. Donc, commencer par ces molécules-là est peut-être un petit peu dangereux. Est-ce qu'une désescalade est possible à J2J3 quand vous avez cassé l'inoculum? Là, je pense que c'est peut-être plus raisonnable. Les céfamycines, vous savez que les céfamycines, elles sont moins bien hydrolysées par les BLSE, et il y a eu pas mal d'espoir avec des cas cliniques, des petites séries qui ramenaient des choses assez intéressantes. Malheureusement, des séries récentes ont montré des émergences de résistance, des échecs cliniques avec le natamoxef, qui est un des possibles produits utilisables, et donc on est un peu sur la réserve. Il faut savoir qu'il y a des problèmes de pharmacodynamie avec cette molécule-là, et que sur les infections graves, probablement il faut la donner en continu, et probablement à 6 grammes. En tout cas, c'est ce que montre l'équipe de Necker très récemment sur un papier qui va sortir très bientôt. La thémocyline, c'est une espèce d'analogue de la ticarciline qui est actif sur les BLSE. Il n'est pas commercialisé en France. Il est qu'en Belgique et en UK. Vous pouvez l'avoir en ATU. Malheureusement, il risque de ne pas avoir d'AMM très rapide, parce que manifestement, il y a un petit blocage au niveau du labo pour la possibilité d'utiliser ce produit et l'extension à d'autres pays. La phospho, c'est très intéressant, c'est très sensible au départ, et malheureusement, il y a une émergence de résistance au traitement qui est très élevée. Donc jamais en monothérapie, à mon avis, sauf sur des infections urinaires en ville, etc., mais pas chez nous. La tigée, elle a été développée avec des doses qui étaient très insuffisantes. Il y a un problème avec les entérobactéries quand même. Il faut garder en mémoire que ça peut être tout à fait sensible, que si on veut l'utiliser, de plus en plus de données et des recommandations sont de doubler les doses et de doubler la dose de charge, mais que l'agence européenne a dit qu'il ne fallait pas utiliser cette molécule parce que ce n'était pas aussi actif que les autres et qu'il y avait une grosse prudence à avoir. Mais dans des situations particulières, ça peut être difficile. De nouveaux inhibiteurs, qui ne sont pas vraiment des inhibiteurs, sont des molécules un peu particulières, qui sont des inhibiteurs des bêta-lactamases, mais qui ne sont pas hydrolysés par les BLSE, sont en train de voir le jour, notamment la vibactam, qui est assez évoluée dans son AMM, avec un certain nombre d'études et de données qui sont assez intéressantes dans le domaine. Les associations sont toujours possibles, bien entendu. Alors vous pouvez imaginer de mettre une céphalosporine un peu large avec un inhibiteur des bêta-lactamases, ou de faire une association du style ceftazidime avibactam, qui est quelque chose qui est en cours de développement à l'heure actuelle. Vous pouvez aussi, et il y a des modèles expérimentaux sur la souris, en particulier sur les pyélonéphrites, qui montrent un succès tout à fait intéressant avec une association de céfomycine et de phosphomycine. Ça diffuse super bien, on met 2 molécules, et c'est assez intéressant. La clinique est assez faible. Après, on peut se dire, bon, la Miclin, vous avez vu, 75-80% de sensibilité. Si on met une bithérapie, si on met des vraies doses, peut-être qu'on peut y arriver, on peut rattraper pas mal de cas avec la Miclin. Des choses intéressantes, mais en ville ou sur des infections urinaires hors réa, avec des molécules très particulières, mais ça, je pense que c'est des niches et on peut laisser tomber. Alors, pour le probabiliste, qu'est-ce qu'on a comme structure de base? Alors, le message, peut-être. Si vous n'avez pas de prélèvement possible, ou s'il n'y a rien de possible à l'heure actuelle et vous ne savez pas ce que vous traitez, vous faites donc du probabiliste. Soit vous savez qu'ils sont colonisés à BLSE, mais colonisés à BLSE en hospitalier, pas le communautaire. Le communautaire, c'est un peu particulier. Si vous avez un portage chronique qui était connu, si vous avez une épidémie, si vous avez du tourisme médical, ce qui est quand même assez fréquent, ou un voyage en pays d'endémie où vous ramenez des tas de cochonneries, là, peut-être qu'il faut probablement envisager ce type de traitement. Dans les autres cas, y compris les infections nosocomiales, probablement en première intention, ce n'est pas tout à fait utile, surtout si votre inoculum est faible ou si c'est une infection urinaire. Pour les CTXM, pour les malades qui sont colonisés en ville, qui sont bien portants, les 6% de gens qui portent du colis CTXM, on n'est pas du tout sûr de ce qu'il faut faire. Un certain nombre de papiers, notamment de l'équipe de Mondor, qui ont été montrés ces 2 derniers jours, sont plutôt à dire que la fréquence d'infection à colis BLSE chez les porteurs, chez les CTXM positifs en communautaire vrai, c'est pas énorme. Donc peut-être qu'il n'y a pas un gros risque à faire un autre traitement avec un aminoside, mais bon, c'est à faire avec prudence, bien entendu. Et bien entendu, et ça, il faut vous acharner sur ce type de suspicion, où vous n'avez pas un bazooka pour tuer une souris, vous êtes juste avec un truc qu'il faut viser court et bien. Vous vous roulez par terre pour évacuer le foyer infecté. C'est vraiment indispensable. Si vous avez une péritonite tertiaire avec un dé à coude de pu, ces malades-là, il faut dire au chirurgien, il est porteur de ça, je ne l'aurai pas avec mes antibiotiques. Il faut que tu ailles évacuer ce truc. Et c'est vraiment important, je pense, comme message. Donc les facteurs de risque en ville, on ne va pas les reprendre, c'est pas tout à fait le sujet. Rassurez-vous, je vais tenir à peu près mes délais, vous inquiétez pas, on va pouvoir discuter un peu. Les facteurs, vous les connaissez, dès qu'on est malade,
Dès qu'on a une histoire de soins, on a des procédures, on est plus à risque d'avoir des BLSE, et on a déjà parlé du tourisme, et on a aussi parlé des BLSE communautaires qui augmentent. Leur signification n'est pas évidente. Voilà la persistance des porteurs. Vous voyez que la persistance du portage est assez longue. Alors dans l'étude Mozart, manifestement, c'est un peu moins long que ça. On pourra en discuter tout à l'heure. Mais la persistance du portage est quand même de l'ordre de 15 mois chez les malades qui sont sortis porteurs. Et de façon bizarre, elle est plus fréquente depuis 2005-2010 par rapport à avant, comme si le colis s'adaptait mieux à la muqueuse digestive et qui restait mieux chez les malades en ville. Une autre notion qui est tout à fait importante à savoir, ça dépend d'où vous venez. Quand vous vous baladez dans la rue au Pakistan et que vous rentrez à l'hôpital, vous avez 80 à 90% de porteurs de BLSE. Et donc, vous voyez, ce papier est très intéressant, je vous conseille de le lire, il est tout à fait intéressant, il fait l'overview de tout ce qu'est la communauté sur la BLSE. Et vous voyez que le risque en fonction de toutes ces populations et de d'où on vient est tout à fait différent en fonction des cas. Donc c'est ce que je vous disais sur le colis communautaire. Quand on vient avec une ESBL, le risque d'infection ESBL est relativement faible. Et ça, c'est un des papiers d'Henri Mondor qui a été publié, mais il y a eu d'autres abstracts lors du congrès. Autre message tout à fait intéressant, la quantité de bactéries du microbiote intestinal probablement prédit le risque d'infection. Ici, c'est de l'infection urinaire communautaire. Si vous avez beaucoup de bactéries dans votre microbiote intestinal avec une BLSE, vous avez un risque beaucoup plus important d'avoir une infection urinaire à BLSE. Peut-être que ce raisonnement pourrait être utilisé en réanimation et remis au goût du jour, et je pense qu'il y a des choses à faire. C'est bon. Documented infection. How and when do we need to save carbapenem? Quand on doit sauver les carbapenem? Je pense qu'il n'y a pas de doute, pas de pari pour les malades les plus sévères. Carbapenem, surtout en cas de choc, neutropénie, peut-être en cas d'infection urinaire, on peut faire quelque chose, et en cas de péritonite où le chirurgien est content. Il a lavé le péritoine, était tout propre en partant, probablement que le traitement long n'est pas utile. Il faudrait avoir une identification précoce, c'est en cours, il y a eu une très belle revue de la littérature récemment publiée. Les aminosides ne changent pas tout. Si vous mettez des aminosides, faites attention à la dose. 25 mg kilo en dose de charge. Et avec 25 mg en dose de charge, c'est une étude qui a été faite à Bichat, vous voyez qu'on arrive à des concentrations qui sont acceptables, 90 fois la CMI, dans un bon nombre de cas. Et que plus votre malade est malade, donc plus vous avez rempli le malade, plus il est sévère, et plus vous aurez du mal à avoir des taux efficaces. Ne traitez que les infections, et ça c'est tout à fait important. Optimisez l'APK, faites des dosages. Stratégie des carbapenem, demandez des CMI, et je pense qu'il faut s'acharner à demander des CMI, même si notre labo est parfois un peu réactif là-dessus, parce qu'il n'a pas envie de les faire. Extirper les foyers infectieux, on en a déjà parlé. Utiliser des bithérapies en début de traitement. Je pense qu'il faut quand même garder dans la tête qu'on est dans une situation dangereuse, et que chaque gramme de molécule active est importante. Donc diminuer les durées de traitement en utilisant la procalcitonine, des recettes, ce que vous voulez, la clinique, c'est très très important. Se poser la question tous les jours, je pense que c'est vraiment la meilleure solution. Et les classes d'antibiotiques n'ont probablement pas le même poids dans la sélection, mais on en rediscutera. Quand on surveille les prescriptions, on arrive quand même à faire baisser considérablement les durées de prescription. Vous voyez qu'à Mondor, où ils ont mis un groupe d'antibiotiques stewardship, c'est très important, on arrive à avoir un délai médian de PNM de 2 jours, et une désescalade très fréquente, et peut-être c'est la solution à envisager. Merci.